Avez-vous déjà eu l'impression que vos émotions vous dominaient, qu'un mot, un geste ou un problème quotidien pouvait vous anéantir? C'est épuisant de vivre comme ça, comme un navire à la dérive dans la tempête. J'ai vécu la même chose, mais j'ai découvert qu'il existe un moyen de prendre la barre, d'être fort intérieurement, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, je vais vous montrer 15 habitudes qui vous donneront la force émotionnelle nécessaire pour retrouver le calme, le contrôle et la paix que vous méritez. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Nous y partageons des outils pratiques pour vous aider à renforcer votre esprit et à vivre une vie plus équilibrée. À ne pas manquer. 1. Commencez chaque journée avec un objectif clair. Chaque matin, c'est comme ouvrir un nouveau livre, mais la plupart des gens le commencent sans même décider de l'histoire. Ils se réveillent, prennent leur téléphone, consultent leurs messages et, à partir de ce moment-là, ils réagissent au monde au lieu de le diriger. Un stoïque ne vit pas comme ça. Un stoïque se réveille et décide qui il veut être avant que la journée ne l'engloutisse. Pensez-y, si un capitaine navigue sans but précis, n'importe quel vent le mènera n'importe où, et généralement là où il ne voulait pas aller. En revanche, s'il sait où il va, même au milieu d'une tempête, il ajuste les voiles et continue sa route. C'est ainsi pour nous. Notre objectif quotidien est notre gouvernail. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose ou de compliqué. Cela peut être aussi simple que de se dire « Aujourd'hui, je veux agir calmement » ou « Aujourd'hui, je m'engage à écouter avant de parler ». C'est une phrase courte, mais si vous la gardez à l'esprit, elle servira de point d'ancrage au milieu du chaos. Et croyez-moi, le chaos viendra. Quelqu'un vous parlera mal, il y aura des embouteillages, une tâche sera retardée. Et c'est alors que vous vous souviendrez de votre objectif et choisirez votre réponse. Faites-en un petit rituel. Avant de regarder votre téléphone, asseyez-vous une minute, respirez profondément et demandez-vous « Qui est-ce que je veux être aujourd'hui, quoi qu'il arrive ?» Écrivez-le sur une feuille, dans une note sur votre téléphone ou répétez-le simplement plusieurs fois. Cette minute de lucidité vous servira de bouclier pendant des heures. Imaginez que votre objectif du jour soit d'être patient. Vous conduisez et quelqu'un vous coupe la route sans prévenir. Sans objectif, vous réagiriez en criant et en klaxonnant. Avec fun objectif, vous agrippez le volant, respirez et continuez. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise de soi. Et cela vous laisse de l'énergie pour l'essentiel. Quand on apprend à commencer la journée avec un sens de l'orientation, on cesse de marcher comme un bateau à la dérive. Et précisément lorsque l'on a cette direction, l'étape suivante consiste à accepter que, sur le chemin, des choses échappent à notre contrôle, et que s'épuiser avec elles signifie perdre de la force. C'est l'habitude numéro 2. Vous la voyez? 2. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Si, par habitude, nous décidions de tracer le cours de notre journée, il est désormais temps de préserver cette direction. Et pour y parvenir, il y a une vérité stoïcienne que vous devez ancrer dans votre esprit. Tout ne dépend pas de vous, et c'est normal. La plupart des gens dépensent une énergie démesurée à essayer de changer des choses qui échappent à leur contrôle. La météo, la circulation, l'opinion des autres, le passé, les décisions déjà prises par quelqu'un d'autre. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas, ils se sentent frustrés, en colère, voire désespérés. Le stoïcien fait le contraire. Il distingue ce qui est sous son contrôle de ce qui ne l'est pas et met toute son énergie dans le premier, tout en acceptant le second avec sérénité. Accepter, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas dire « je m'en fiche » et rester les bras croisés. C'est plutôt un acte d'intelligence, reconnaître que lutter contre l'inévitable ne fait que vous priver de paix. S'il pleut le jour de votre événement, ne perdez pas l'après-midi à maudire le ciel. Vous changez de plan, vous vous adaptez et vous faites en sorte que ça marche. Imaginez-le ainsi. Si un énorme rocher apparaît sur votre route, vous ne perdez pas de temps à lui crier de bouger. Vous faites un détour, vous sautez par-dessus ou vous trouvez un autre chemin. C'est l'essence même de cette habitude. Un exercice simple à pratiquer.
Chaque fois que vous êtes confronté à un problème, posez-vous 3 questions. Premièrement, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, agissez maintenant. Deuxièmement, puis-je influencer la situation d'une quelconque manière? Si oui, essayez tout ce qui est à votre portée. Et troisièmement, est-ce totalement hors de mon contrôle? Si oui, acceptez-le et concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez changer. Je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes coincé dans un embouteillage et savez que vous serez en retard à votre réunion. Impossible de faire disparaître le bouchon. Vous pouvez prévenir les gens de votre retard, en profiter pour revoir mentalement votre présentation ou écouter un podcast qui vous tient à cœur. Ainsi, vous transformerez une situation frustrante en un moment précieux. Apprendre à accepter ce que l'on ne peut contrôler allège considérablement sa vie. Cela ne signifie pas que l'on cesse d'avoir des problèmes, mais plutôt que l'on cesse de mener des batailles invaincues. Et en économisant cette énergie, on peut l'utiliser pour l'essentiel, décider comment réagir, non pas par impulsion, mais avec calme et détermination. Et c'est précisément l'habitude numéro 3. On y va? 3. Répondez, ne réagissez pas. Si par l'habitude précédente, nous apprenions à accepter ce que nous ne pouvions pas contrôler, nous allons maintenant plus loin. Décider comment réagir à ce qui est entre nos mains. Et voici une différence qui peut complètement changer votre vie. Réagir est automatique. Répondre est conscient. Réagir, c'est comme une allumette, une simple étincelle, et elle brûle instantanément, sans se soucier de ce qui brûle autour. Réagir, c'est comme un phare, stable, brillant même au cœur de la tempête. La réaction naît de l'impulsion, la réponse naît de la réflexion. Imaginez que quelqu'un vous parle sur un ton agressif. Votre réaction serait de réagir de la même manière, voire pire, en vous lançant dans un jeu d'attaque et de défense qui ne mène à rien. Votre réaction, au contraire, serait de vous arrêter un instant, de respirer et de choisir vos mots calmement, en vous concentrant sur l'événement et non sur l'émotion du moment. Pour y parvenir, le stoïcien pratique la pause. Cette pause est précieuse. Elle ne dure que quelques secondes, mais elle suffit à faire prendre le dessus à la raison sur l'instinct. On prend une grande inspiration, on observe ce qu'on ressent et on se demande « Quelle réaction me rapprochera de mes principes et me détournera des conflits inutiles ?» Je vais vous donner un exemple. Au travail, un collègue critique votre proposition devant tout le monde. Votre réaction serait de l'interrompre et de vous défendre durement en attaquant peut-être son idée. Votre réponse serait d'écouter, de noter ses remarques et de dire « Merci pour votre commentaire. Pourriez-vous me donner des exemples pour améliorer cela ?» Vous gardez votre dignité, restez calme et ce faisant, recueillez des informations utiles. Même chose à la maison. Un membre de la famille fait une remarque sarcastique. La réaction, répondre par une autre remarque sarcastique, ce qui enflamme la dispute. La réponse, regarder la personne et dire fermement, mais sans colère. Je préfère que tu me dises directement ce que tu penses, comme ça on pourra mieux se comprendre. Réagir, au lieu de réagir, ne signifie pas ravaler ses émotions. Il s'agit de les canaliser de manière à servir et non à détruire. Et cela nécessite de l'entraînement, s'exercer à marquer des pauses, à identifier ses émotions et à choisir consciemment les mots et les actions qui représentent la personne que l'on veut être. En maîtrisant cette habitude, vous cessez d'être prisonnier de vos impulsions et devenez maître de vous-même. Et lorsque vous n'êtes plus esclave des provocations extérieures, vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape cruciale. Cessez de vivre pour l'approbation des autres. C'est l'habitude numéro 4. On continue? Si ce contenu vous aide, laissez-moi un commentaire avec la phrase « Je suis plus fort chaque jour ». De cette façon, je saurai que vous êtes engagé dans votre croissance et ensemble, nous pourrons atteindre plus de personnes. 4. Ne recherchez pas d'approbation extérieure. Si par habitude, vous aviez appris à réagir plutôt qu'à réagir, voici maintenant une étape qui vous offrira une immense liberté. Cessez de dépendre de ce que les autres pensent de vous. Car si votre valeur dépend de l'opinion des autres, vous en serez toujours
l'esclave. La plupart des gens agissent comme s'ils portaient un compteur invisible qui monte lorsqu'ils reçoivent des éloges et descend lorsqu'ils sont critiqués. Le problème, c'est que ce compteur n'est pas entre leurs mains, il est entre celles des autres. Et c'est une honte, car quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour être en désaccord, ne pas vous comprendre ou vous juger. Un stoïque mesure sa vie à l'aune d'un critère différent, la cohérence avec ses propres principes. Si aujourd'hui vous avez agi avec équité, si vous avez dit la vérité, si vous avez été fidèle à vos valeurs, alors votre journée a été une réussite, même si personne ne vous l'a dit. Pensez-y, Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait pour lui-même, non pour plaire au peuple. Ses réflexions étaient des rappels de qui il voulait être, et non des discours pour attirer les applaudissements. Car il comprenait que la célébrité est fragile, mais l'intégrité est solide. Ne pas rechercher l'approbation extérieure ne signifie pas devenir insensible ou arrogant. Cela signifie que votre premier juge, c'est vous-même. Si vous avez promis d'être honnête et que vous l'avez fait, même si cela vous a coûté la sympathie de quelqu'un, vous pouvez dormir tranquille. Si vous avez décidé de ne pas vous engager dans une conversation destructive et que vous y êtes parvenu, même si les autres vous ont regardé bizarrement, votre conscience est tranquille. Je vais vous donner un exemple courant. Imaginez que vous décliniez une invitation parce que vous avez un engagement envers vous-même, comme une formation, des études ou du repos. Sans cet état d'esprit, vous pourriez inventer une excuse pour éviter la gêne. Avec cette habitude, vous dites simplement « Merci de m'avoir invité, mais je ne peux pas venir aujourd'hui ». Et clairement, respectueusement et sans culpabilité. Quand on cesse de vouloir plaire à tout le monde, on commence à agir pour se respecter soi-même. Et c'est une force que personne ne peut nous enlever. Et précisément quand on ne dépend plus de la validation des autres, on est prêt à entraîner un autre muscle fondamental de la force émotionnelle. Apprendre à accepter l'inconfort au lieu de le fuir. C'est l'habitude numéro 5. On y va ? 5. Accepter l'inconfort volontaire. Si par l'habitude précédente, vous avez appris à vivre sans dépendre de l'approbation des autres, nous allons maintenant renforcer votre caractère avec ce que la plupart des gens évitent, l'inconfort volontaire. Car le jour où la vie vous frappera, et croyez-moi, elle le fera, ce ne sera pas le moment de commencer à développer votre résilience. À ce moment-là, vous l'aurez déjà développée. Le stoïcien comprend que le confort absolu endort. Quand tout est facile, la moindre difficulté lui paraît insurmontable. C'est pourquoi, de temps à autre, il s'expose consciemment à des situations inconfortables. Non pas pour souffrir, mais pour tempérer son esprit et son corps. C'est comme un guerrier qui s'entraîne avec des poids supplémentaires pour que le jour du combat, son arme paraisse légère. Accepter l'inconfort volontaire peut être aussi simple que se lever plus tôt que d'habitude, prendre une douche froide, marcher par une chaude journée sans se plaindre, manger avec modération quand on risque d'être repu ou dire non à un plaisir immédiat pour rester fidèle à un objectif plus vaste. Ce sont de petits combats qui acquièrent une force invisible. Prenons un exemple. Imaginons que vous décidiez de ne pas regarder votre téléphone pendant les 2 premières heures de votre journée. Au début, vous ressentirez le sentiment de manquer quelque chose. Mais cet inconfort est un entraînement. Il vous apprend à ne pas être esclave de l'urgence et à maîtriser votre attention. Et cela, dans un monde dominé par les distractions, est un super pouvoir. Autre exemple, au lieu de manger jusqu'à être repu, vous terminez votre repas alors que vous pouvez encore en prendre quelques bouchées. Ce n'est pas une punition, c'est de la maîtrise de soi. Vous vous montrez ainsi capable de limiter vos pulsions. Ces petits exercices ont un effet puissant. Face à un inconfort que vous n'avez pas choisi, un changement inattendu, une perte, une critique, votre esprit connaît déjà le terrain. Vous ne paniquez pas, car vous êtes déjà passé par là, par choix, et vous en êtes ressorti plus fort. Et lorsque vous aurez maîtrisé la capacité de rester ferme face à l'inconfort, vous serez prêt pour l'étape suivante. Ne plus vous laisser dominer par vos émotions, mais plutôt les dominer.
C'est l'habitude numéro 6. On continue. 6. Soyez le maître de vos émotions, pas leur otage. Si grâce à l'habitude précédente, vous avez appris à tenir bon face à l'inconfort, nous allons maintenant franchir une étape encore plus profonde. Maîtrisez vos émotions pour qu'elles travaillent pour vous et non contre vous. Car ressentir est inévitable. Mais se laisser emporter par ce que l'on ressent est facultatif. Imaginez vos émotions comme des chevaux sauvages. Colère, peur, tristesse, euphorie, ce sont tous des animaux puissants. Si vous les laissez se déchaîner, ils peuvent vous mener droit au bord du gouffre. Si vous les enchaînez et les réprimez complètement, ils déchaînent leur rage jusqu'à tout briser. Mais si vous apprenez à les monter, à les guider, ils vous mèneront plus loin et plus vite que si vous marchiez seul. S'approprier ces émotions ne signifie pas les réprimer ou faire comme si elles n'existaient pas. Cela signifie que même si quelque chose vous perturbe, vous choisissez quand et comment réagir. Par exemple, si quelqu'un vous critique injustement, vous pourriez ressentir une chaleur dans la poitrine et l'envie de crier pour vous défendre. C'est naturel. Mais au lieu de réagir instantanément, vous marquez une pause, respirez et décidez si, comment et quand cela vaut la peine de réagir. Ce moment de pause est votre couronnement en tant que stoïcien. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous rentrez fatigué et que quelqu'un vous accueille avec un commentaire désagréable. Sans contrôle émotionnel, votre réaction serait immédiate et probablement agressive. Avec le contrôle, vous reconnaissez que vous êtes fatigué et que votre énergie est limitée. Vous respirez, répondez calmement ou décidez de reporter la conversation plus tard lorsque vous serez plus à même de la gérer. Le stoïcien sait qu'il ne peut pas toujours choisir ce qu'il ressent, mais il peut toujours choisir ce qu'il en fait. Ainsi, lorsqu'il perçoit une émotion forte, il l'observe comme un médecin analysant un symptôme. C'est de la colère, c'est de la peur, c'est de la frustration. Et une fois qu'il la nomme, elle perd une partie de sa force destructrice et peut être canalisée vers quelque chose d'utile. Cette habitude demande de la pratique, et une bonne façon de la développer est de commencer doucement. La prochaine fois que quelque chose vous irrite, attendez 10 secondes avant de réagir, puis 20. Petit à petit, votre réaction cesse d'être automatique et devient intentionnelle. En maîtrisant vos émotions, non seulement vous protégez votre paix intérieure, mais vous devenez aussi digne de confiance. Et grâce à ce contrôle intérieur, vous pouvez passer à l'étape suivante. Cultiver une gratitude si profonde que même les difficultés deviennent des leçons. C'est l'habitude numéro 7, vous voyez? 7. Pratiquez la gratitude radicale. Si, grâce à l'habitude précédente, vous avez appris à maîtriser vos émotions, nous allons maintenant perfectionner cette maîtrise grâce à un outil qui transforme votre vision du monde. La gratitude radicale. Je ne parle pas de cette gratitude superficielle qui n'apparaît que lorsque tout va bien. Je parle d'une gratitude profonde qui embrasse le bien et aussi le difficile. La plupart des gens sont reconnaissants lorsqu'ils reçoivent quelque chose d'agréable, un cadeau, une bonne nouvelle, une journée paisible. C'est bien, mais c'est incomplet. Les stoïciens vont plus loin. Ils sont également reconnaissants pour les épreuves, car ils savent que chacune d'elles est un apprentissage pour leur caractère. Marc Aurèle le résumait ainsi: l'obstacle devient le chemin. Ce qui semble être un frein peut en réalité être le professeur qui vous prépare à la prochaine bataille. Imaginez perdre une opportunité d'emploi que vous espériez. Le réflexe naturel serait de se plaindre, de se lamenter ou de blâmer quelqu'un. La gratitude radicale, en revanche, vous pousse à regarder au-delà et à vous demander: que puis-je apprendre de tout cela? Quelles compétences dois-je développer? Quelle nouvelle porte s'ouvre maintenant? Et même si cela n'en a pas l'air sur le moment, cette question change tout, car elle transforme une blessure en graine. La gratitude radicale vous apprend également à apprécier les petites choses. Une tasse de café chaud le matin, une conversation sincère, le simple fait d'être en assez bonne santé pour sortir du lit. Ce sont des choses que beaucoup négligent,
mais perçue avec gratitude. Elle nous rappelle que tout n'est pas perdu, même dans les moments difficiles. Cette habitude ne signifie pas nier la douleur. On peut dire « ça fait mal » et en même temps « merci pour la leçon que tu m'apprends ». C'est comme un guerrier qui, après une bataille, considère ses cicatrices non seulement comme des marques de douleur, mais aussi comme la preuve qu'il a survécu et appris. La pratique est simple, mais elle demande de la constance. Chaque soir, avant de vous coucher, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 2 qui vous ont plu et 1 qui a été un défi. Ensuite, réfléchissez à la vertu que vous avez développée grâce à cette difficulté. Patience, tempérance, courage. Ainsi, vous entraînez votre esprit à voir les problèmes non seulement comme des ennemis, mais aussi comme des mentors. En vivant avec une gratitude radicale, vous ne soulagez pas le poids de la vie, mais vous apprenez à le porter avec plus de force et une meilleure posture. Et cette posture ferme vous permet de défendre ce qui est le plus important, vos principes. Car dans la prochaine habitude, nous verrons comment y être ferme, mais flexible dans vos actions. C'est l'habitude 8. On continue ? Si ce contenu vous aide, laissez-moi un commentaire avec la phrase « Je suis plus fort chaque jour ». De cette façon, je saurai que vous êtes engagé dans votre croissance et, ensemble, nous pourrons atteindre plus de personnes. 8. Soyez ferme dans vos principes, mais flexible dans votre méthode. Après une formation à la gratitude radicale, votre perspective est désormais plus sereine. Il vous faut désormais une solution qui vous apportera de la stabilité, quel que soit le contexte. Racines fermes et branches flexibles. Vos principes sont les racines, vos méthodes, les branches. Si les racines sont faibles, le moindre vent vous renversera. Si les branches sont raides, elles se briseront à la première tempête. Le stoïcien soutient que cœur non négociable et mains adaptables. Pensez à un phare et à un navire. Le phare est immobile, justice, honnêteté, tempérance, responsabilité, c'est votre boussole. Le navire, quant à lui, change de cap au gré du vent. Aujourd'hui, vous écrivez un courriel, demain vous sollicitez un rendez-vous, après-demain vous présentez les données avec une approche différente. La destination éthique est la même, l'itinéraire peut varier. Exemple simple. Au travail, on vous demande de faire quelques retouches sur un rapport. Votre principe vous dit non. Mais vous ne renoncez pas à ce refus catégorique. Vous expliquez calmement pourquoi les données doivent être réelles et proposez une alternative pour améliorer le résultat sans le falsifier. Vous ne trahissez pas la valeur, vous ajustez la stratégie. Autre exemple, vous avez promis de dîner en famille, mais un imprévu survient. Votre principe est de donner la priorité à vos proches. Que faites-vous? Vous ne disparaissez pas et ne vous excusez pas. Vous les prévenez, vous fixez une date précise et le moment venu, vous vous montrez à 100%. Flexibilité sur la forme, loyauté sur le fond. Autre chose, vous vouliez vous entraîner 45 minutes, mais vous n'en avez que 15. Au lieu d'abandonner, vous faites une courte séance et vous vous couchez plus tôt. L'importance de prendre soin de son corps est respectée même si la méthode change. Le danger réside dans les extrêmes. Rigidité vous rend dur et cassant. Vous confondez une méthode avec la vérité. Caméléonisme. Cela vous rend mou et informe. Vous changez d'avis pour plaire, non pour vous améliorer. La voie stoïcienne est claire. Ce qui tient. Comment il s'adapte. Lorsque vous changez de méthode, demandez-vous, cet ajustement respecte-t-il toujours mes valeurs? Si la réponse est oui, foncez. S'il faut mentir, s'humilier ou se trahir pour y parvenir, ce n'est pas de la flexibilité, c'est de l'abandon. Vous remarquerez que vivre ainsi vous procure une paix toute particulière. Vous n'avez plus besoin que tout aille comme vous le souhaitez. Vous avez cependant besoin que ce que vous faites soyez en phase avec qui vous dites être et, lorsque cet alignement devient une habitude, un moment puissant se produit, vous appréciez d'être avec vous-même. La solitude cesse de vous effrayer, car vous savez que, dans le silence, vous pouvez vous organiser et prendre de bonnes décisions. C'est la prochaine étape naturelle, apprendre à être seul sans se sentir seul. Devons-nous continuer avec l'habitude? 9.
Apprenez à être seul sans vous sentir seul. Lorsque vos principes sont fermes et vos méthodes adaptées, habitude 8, un don silencieux apparaît, apprendre à apprécier sa propre compagnie. Être seul n'est pas vide, c'est s'offrir un espace où l'on peut enfin s'écouter. La solitude qui fait mal est celle qui est imposée et dénuée de sens. Solitude Chosen est un atelier intérieur où vous organisez votre esprit, guérissez votre esprit et prenez de meilleures décisions. Imaginez une pièce simple, une chaise, un éclairage tamisé. Vous vous asseyez un instant sans votre téléphone. Au début, votre esprit cherche à s'évader. Regarde tes messages, mets de la musique, fais quelque chose maintenant. Restez, respirez. Laissez le bruit s'apaiser comme la poussière qui se dépose dans un verre d'eau. Dans ces premières minutes, vous remarquerez ce que vous dissimulez habituellement sous les distractions. Une fatigue, une inquiétude, une idée qui exige votre attention. Vous ne vous précipitez pas, vous prenez note. Cette note est déjà une force. La solitude se pratique à petite dose. Un café sans écran. Une petite promenade sans casque, à observer les couleurs, à écouter le vent, à sentir le rythme. 3 lignes dans un carnet, que s'est-il passé aujourd'hui, ce que j'ai ressenti, que vais-je faire maintenant? Vous n'avez pas besoin d'1 heure. Vous avez besoin d'intention, avec 10 minutes bien vécues, vous en ressortirez différent, plus clair, avec une détermination concrète et un ton plus serein lorsque vous parlerez aux autres. Et si la tristesse m'envahissait? Puis vous la nommez, c'est ça la tristesse, et vous vous demandez ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Du repos, demander pardon, poser des limites, serrer quelqu'un dans vos bras, demander de l'aide. Être avec soi-même, ce n'est pas vous juger, c'est vous traiter comme un bon ami, avec vérité et amour. La solitude mature ne vous isole pas du monde, elle vous prépare à y retourner. Mieux, je vous propose des scénarios réels. Au travail, entre 2 réunions, vous vous accordez 7 minutes de silence. Respirez lentement, lisez une page, tracez votre prochaine étape. Vous abordez la conversation suivante avec moins de réactivité et plus de précision. À la maison, lorsque l'atmosphère est tendue, vous vous retirez 5 minutes sur le balcon. Vous regardez au loin, respirez, revenez avec une attitude différente et proposez une solution concrète. Sur les réseaux sociaux, lorsque les comparaisons vous assaillent, vous fermez votre téléphone, écrivez « Ce qui est important pour moi aujourd'hui » et adaptez votre journée en conséquence. Vous reprenez le contrôle. Il est également important de limiter le bruit. Au moins une partie de la journée devrait être exempte de notifications. Le soir, tamisez l'éclairage et évitez les écrans près de votre lit. Ce n'est pas une punition. C'est une question d'hygiène mentale. Votre esprit, comme une pièce, a besoin que vous éteigniez certaines lumières pour se reposer. Attention aux pièges. Isoler, ce n'est pas la même chose que cultiver la solitude. L'isolement, c'est fermer la porte par peur. La solitude, c'est ouvrir un espace pour s'organiser et retour, après votre moment de solitude. Renouer avec une personne clé de manière honnête, brève et directe. Cette combinaison, silence réfléchi et connexion consciente, renforce le cœur. En apprenant à être avec soi-même, on cesse de demander au monde de nous distraire à chaque instant. Le besoin de bruit diminue, et avec lui, le désir de disputes inutiles. Par conséquent, l'étape suivante est simple et efficace. Évitez les drames inutiles. Pour protéger la paix intérieure que vous avez déjà construite, c'est l'habitude numéro 10. On continue. 10. Évitez les drames inutiles. Maintenant que vous avez appris à être avec vous-même sans bruit, habitude 9, vous remarquerez quelque chose de curieux. De nombreuses discussions qui vous entraînaient auparavant n'étaient plus que du bruit. Drame, pas de véritable conflit. La différence? Un conflit utile cherche à se résoudre, un drame cherche à s'enflammer. Le premier est basé sur faits et responsabilité. Le deuxième, en histoire, exagération et attaque personnelle. Imaginez cette scène. Vous recevez un message tard dans la nuit, tout en majuscules, vous demandant quelque chose immédiatement.
Le drame vous murmure « Quel manque de respect !» Répondez haut et fort. Le stoïque regarde l'heure, respire et réfléchit. Quelle action pourrait améliorer la situation demain matin? Réponse calme. Je vous verrai à la première heure et je confirmerai avec vous à 9 heures. Vous protégez votre repos, votre caractère et la qualité de votre travail. Vous gagnez. Autre scène, à la maison, quelqu'un lâche « Tu ne m'écoutes jamais ». Le drame éclate avec une liste de reproches. Le stoïque ancre ses pieds au sol et retourne à la faie. Donnez-moi un exemple concret. Je veux le comprendre. Demander un exemple concret permet de dissiper le brouillard. Quand les données apparaissent, la solution pour les corriger apparaît également. Une astuce simple pour décider en 30 secondes. Demandez-vous si cela aura de l'importance dans 5 jours ou dans 5 mois. Sinon, laissez-le aller avec grâce. Tout ne mérite pas votre énergie. Et si cela compte, passez des plaintes à proposition. Ceci s'est produit. J'ai besoin de cette autre chose. Je propose de le faire de cette façon. Moins d'adjectifs, plus de clarté. Le drame vit aussi dans le potincette, le provocation, quand on vous invite à médire de quelqu'un qui n'est pas là. Une phrase vous protège. Je préfère ne pas parler de quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre. Et quand on vous provoque avec ironie, une autre clé ouvre la porte. Je n'irai pas sur ce ton. Si vous le souhaitez, nous pouvons parler respectueusement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'hygiène émotionnelle. Au travail, évitez les emails de 4 paragraphes aux émotions contradictoires. Une seule ligne est plus efficace qu'un simple cri. Les données X manquaient. Quand vous les aurez, je les intégrerai et vous les enverrai. Clair, concis et exploitable. En famille, remplacez toujours jamais par aujourd'hui cette fois et donnez un exemple. Le mot aujourd'hui, cela apaise les batailles qui durent depuis des années. Et oui, il y aura des moments où des limites seront nécessaires. Une limite n'est pas une punition, c'est du respect pour vous deux. J'arrête de parler comme ça. On reprendra quand on pourra le faire calmement. On parle moins, on accomplit plus. Car le drame se nourrit d'excès, explications interminables, réponses hâtives, captures d'écran inutiles. Votre paix intérieure n'est pas à vendre. Remarquez comment votre journée change lorsque vous pratiquez ceci. Moins de rumination, plus d'espace mental, moins de passion, plus de résultats. Vous découvrirez que l'énergie que vous gaspillez à vous épuiser est désormais suffisante pour l'essentiel. Et lorsqu'il s'agit de l'essentiel, inévitablement, parfois ça fait mal. Échec, perte, rejet. C'est là qu'un stoïcien franchit le pas décisif. Transformer la douleur en force, transforme chaque coup en muscle intérieur. C'est le habitude 11. On y va? 11. Transformer la douleur en force. Nous atteignons un point que personne ne souhaite, mais que nous connaissons tous, la douleur. Perte, rejet, erreur douloureuse, silence qui nous déchire des entrailles. Un stoïque ne fait pas semblant d'être fort en faisant comme si de rien n'était. Il ne se complaît pas non plus dans la question « Pourquoi moi ?» Ce qu'il fait est plus courageux, regarder la douleur en face et la transformer en enseignant. Vous ne choisissez pas chaque plan, mais oui, vous choisissez ce que vous en faites. Premièrement, une distinction qui change tout. Il y a une douleur inévitable, ce qui s'est passé, et il y a une douleur que nous ajoutons, ce que nous nous répétons sans cesse. La première fait mal, certes, la seconde nous enchaîne. Lorsque vous vous surprenez à répéter « il m'arrive toujours la même chose », arrêtez-vous. Respirez. Nommez l'événement en une seule ligne, sans adjectif. J'ai perdu ce client. Je me suis disputé avec mon fils. Le médecin a modifié le diagnostic. Oubliez le drame. Laissez les données. À cet instant, la douleur cesse d'être un monstre obscur et devient quelque chose que vous pouvez gérer. Travail. Maintenant, la question stoïque qui ouvre les portes. Pourquoi en moi? Non pas « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Ce qui vous renvoie au passé, mais à quoi me sert cet entraînement aujourd'hui?
Peut-être pour tempérer ma patience, apprendre à fixer des limites, demander de l'aide, parler plus clairement, vivre plus sobrement. Quand la douleur ascend, cesse d'être un poids pur et devient poids d'entraînement. Imaginez 3 scènes. Emploi. Votre proposition a été rejetée. Vous ressentez une boule au ventre. Avant, vous auriez ruminé pendant 3 jours. Aujourd'hui, vous écrivez « Ma proposition a été rejetée. Je suis frustré. » Pourquoi? Améliorer la présentation avec des données. Action. Demandez 2 exemples concrets et refaire le résumé dans les 24 heures. Vous ne niez pas ce que vous ressentez, mais tu bougeais ce que tu peux. Famille. Une conversation a dégénéré. Votre visage brûle. Au lieu de répondre immédiatement, vous respirez profondément. Faites le tour du pâté de maison et revenez avec une phrase qui commence ainsi. Je veux vous comprendre sans vous blesser. Donnez-moi un exemple de la journée et parlons calmement. La douleur se transforme en pont. Sentez, votre corps réclame des changements. La peur apparaît. Vous l'admettez, j'ai peur. Pourquoi? Pratiquez une discipline douce, mieux dormir, manger simple, marcher quotidiennement, honorer ses rendez-vous. Vous ne contrôlez pas tout, mais où est votre engagement? Un geste simple qui aide beaucoup, servir, même si ça fait mal. Il ne s'agit pas d'ignorer sa propre situation, mais d'éviter de rester coincé. Appeler quelqu'un qui est plus mal en point, partager une ressource, effectuer une tâche utile et brève. Ce service tranche avec la rumination et vous rappelle que tu as encore de la force donnée. N'exigez pas de guérir d'un seul coup. Le stoïcisme n'est pas de la froideur, c'est constance, un petit pas aujourd'hui, un autre demain. Si vous tombez, relevez-vous humblement, ajustez votre plan et continuez. Célébrez les micro-victoires, une conversation bien menée, un email respectueux, une meilleure nuit de sommeil. Les cicatrices ne vous défigurent pas. Elles vous le disent. Tu as survécu et appris. Gardez ces phrases pour quand les choses deviennent difficiles. Je n'ai pas choisi le coup, j'ai choisi la réponse. Cela fait mal, et pourtant je peux passer à l'étape suivante. Que le superficiel soit brisé, que l'essentiel soit renforcé. Et voici le lien naturel. Pour soutenir ce processus, ressentir, comprendre, agir, vous avez besoin d'un corps qui vous soutient. Dormir, bouger, manger avec modération, ce ne sont pas des luxes, c'est le fondement de la clarté de l'esprit et de la persévérance du cœur. Par conséquent, l'étape suivante est prenez soin de votre corps comme vous prenez soin de votre esprit. C'est le habitude 12. On continue. Si ce contenu vous aide, laissez-moi un commentaire avec la phrase « Je suis plus fort chaque jour ». De cette façon, je saurai que vous êtes engagé dans votre croissance et ensemble, nous pourrons atteindre plus de personnes. 12. Prenez soin de votre corps, comme vous prenez soin de votre esprit. Si par l'habitude précédente, vous avez appris à transformer la douleur en force, il est temps de protéger le contenant qui contient cette force, votre corps. Un stoïcien ne prend pas soin de son corps par vanité, mais par amour. Capacité. Un corps bien entretenu vous apporte clarté d'esprit, sérénité pour prendre des décisions et énergie pour accomplir vos projets. Lorsque votre corps est épuisé, votre esprit devient fragile. La moindre remarque peut vous abattre, le moindre contretemps peut vous irriter. Pensez-y. Votre corps est comme le cheval que vous menez au combat. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, mais si le cheval est faible, vous n'y arriverez pas. En prendre soin n'est pas un luxe, c'est de voir à quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie. Des gestes simples et cohérents qui vous soutiennent au quotidien, sans obsession ni extrême. Commencez dès le matin. Avant de vous plonger dans les messages, offrez à votre corps ce dont il a envie. La lumière du jour, un verre d'eau, 3 respirations lentes et 1 minute de mouvement doux. Pas besoin d'1 heure à la salle de sport, des rotations de la nuque et des épaules, des étirements du dos et des activations des jambes suffisent. Cette minute est un « je suis là » que votre corps comprend et apprécie. Si vous prenez un petit déjeuner, choisissez quelque chose qui vous permet de rester concentré,
Pas quelque chose qui vous stresse et vous épuise, moins de sucre, plus de vrais aliments. Vous verrez comment votre humeur change en milieu de matinée. Tout au long de la journée, considérez le mouvement comme un interrupteur mental. Lorsque vous sentez que votre esprit s'embrouille, levez-vous, marchez 2 minutes, prenez les escaliers, ouvrez grand la poitrine, détendez vos mâchoires. Vous reviendrez à table avec une concentration différente. Et si vous vous sentez anxieux, buvez de l'eau et retardez une impulsion de quelques minutes. Ce n'est pas une interdiction, c'est une tempérance. Rappelez-vous que c'est vous qui décidez, pas par impulsion. L'après-midi et le soir, protégez votre bébé du bruit. Tamisez les lumières, éteignez les écrans un instant avant de vous coucher et changez-vous les idées en écrivant 3 lignes. Ce qui s'est passé, une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant et la première étape de demain. Cette petite hygiène mentale favorise le sommeil plus que de se retourner 100 fois. Dormir n'est pas une perte de temps, c'est recharger le personnage. Je vais vous donner des exemples concrets. Au travail, la somnolence de 16 heures vous frappe. Avant, vous vous ruiez sur le sucre et puis la crise arrivait. Maintenant, vous optez pour l'eau, une inspiration par le nez et une petite marche. Vous revenez concentré et sans culpabilité. À la maison, vous arrivez revigoré. Vous respirez à la porte, vous vous aspergez le visage d'eau fraîche et vous dites « bonjour » à voix basse. Cette transition d'1 minute vous épargne les conversations. En déplacement, sans salle de sport ni routine, vous faites des pompes contre le mur, des squats et une promenade au soleil. Pas parfait, point assez pour te garder fort. L'erreur courante est l'approche du tout ou rien. Si je ne peux pas faire 45 minutes, je ne fais rien. Le stoïcien choisit la meilleure version possible aujourd'hui. 15 minutes comptent, 10 comptent, 5 comptent aussi. L'important n'est pas de faire preuve de discipline, c'est de la soutenir. N'utilisez pas non plus l'exercice ou la nourriture comme punition. Vous ne vous entraînez pas pour payer la culpabilité, vous vous entraînez pour mieux servir à votre but. Vous remarquerez l'impact sur votre personnalité. Avec un sommeil réparateur et une alimentation simple, vous vous disputerez moins et prendrez de meilleures décisions. Avec une activité physique régulière, votre patience augmentera. Avec moins d'écran la nuit, vous vous réveillerez avec une vision plus claire. Il ne s'agit pas de devenir obsessionnel, mais de faire de l'hygiène corporelle un allié silencieux de votre force émotionnelle. Et c'est là que le pont naturel apparaît. Lorsque votre corps soutient votre esprit, vous êtes prêt à tenir vos promesses. Car la confiance la plus puissante n'est pas celle des autres, mais celle que vous avez en vos propres paroles. L'étape suivante est « tiens, parole à toi-même ». C'est l'habitude 13. On continue ? 13. Tenez parole. Si dans l'habitude précédente, vous avez appris à prendre soin du corps qui soutient votre esprit, il est maintenant temps de prendre soin de quelque chose qui soutient votre identité. Tiens tes promesses. La confiance la plus puissante n'est pas celle des autres, mais celle que vous avez en vous-même. Quand vous dites « je vais le faire » et que vous le faites, votre esprit vous croit et chaque décision future devient plus légère. Quand vous faites une promesse et que vous ne la tenez pas, votre esprit apprend à vous ignorer, la motivation s'estompe et la culpabilité s'installe. Considérez-le comme une banque fiduciaire interne. Chaque promesse tenue donne lieu à des dépôts. Chaque promesse non tenue donne lieu à des retraits. Vous n'avez pas besoin de dépôts colossaux. Vous avez besoin preuve de petits dépôts. Un stoïque ne se vante pas de ce qu'il fera. Laissons les faits parler d'eux-mêmes. À quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie ? Commencez par des engagements petits, clairs et mesurables, qui s'intègrent parfaitement dans une phrase et dans votre journée. Aujourd'hui, je marcherai 10 minutes après le déjeuner. Aujourd'hui, j'enverrai cet email difficile avant 16 heures. Aujourd'hui, je dînerai 2 heures avant de me coucher. Rien d'extraordinaire, réalisable, lorsque vous accomplissez votre tâche, vous bouclez la boucle. Vous vous dites « je l'ai fait » et vous le marquez quelque part. Cette coche est plus qu'une simple encre, c'est un élément constitutif de votre personnalité. Exemple 1, votre réveil sonne.
Avant, vous faisiez 3 répétitions et commenciez la journée en silence, abattu. Aujourd'hui, vous décidez, quand il sonnera, je m'assiérai et je boirai de l'eau. Vous n'avez pas promis d'être parfait. Vous avez promis, asseyez-vous et buvez de l'eau. Tu le fais. Un dépôt. Exemple 2. Travail. Vous évitez un message depuis des jours. Aujourd'hui, vous écrivez 3 lignes claires et respectueuses et vous l'envoyez. Deuxième dépôt. Exemple 3. La nourriture. Vous décidez de terminer votre dîner alors que vous avez encore 10% de faim. Vous vous réveillez avec un sentiment de force et non de punition. Troisième dépôt. Petite victoire, grand élan. Et si vous échouez, repara, note insulte. Une promesse non tenue ne se répare pas par la culpabilité mais par une action immédiate, même minime. Si vous n'avez pas marché 10 minutes, faites-en 3 maintenant. Si vous n'avez pas envoyé l'email à 16 heures, envoyez-le à 18 heures avec un message sincère. Le message que vous vous envoyez n'est pas « je suis un désastre », mais « quand je tombe, je corrige le parcours aujourd'hui ». Cette rapidité de réparation maintient la banque de confiance en vie. Une astuce qui fonctionne. Promesse de 24 heures chaque matin, une promesse clé pour la journée. Chaque soir, un bref bilan. L'ai-je tenu? Si oui, vous la célébrez sans exagérer. Sinon, vous écrivez une ligne d'ajustement et la réalisez le lendemain. Au bout d'une semaine, vous êtes étonné du changement, non pas en intensité, mais en fiabilité. Méfiez-vous des saboteurs. Promettre 10 choses à la fois, miser sur l'euphorie du lundi, dissimuler ses échecs, se punir avec des mots durs. Le substitut stoïcien est simple, petit et sûr, aujourd'hui. Et le silence utile, parlez moins de vos projets et échantillons vos résultats. Gardez ces phrases pour vous ancrer lorsque vous trébuchez. Ma parole est avec moi, d'accord. Petit, clair et actuel. Si je tombe, je répare maintenant. L'identité avant le spectacle. Vous constaterez de beaux effets secondaires. L'anxiété diminue, votre esprit vous fait confiance, la clarté augmente. Vous savez ce que vous ferez aujourd'hui et votre relation avec les autres s'améliore. Vous ne laissez pas libre cours à votre frustration. Lorsque vous êtes épanoui, vous marchez plus droit, non par fierté mais par optimisme, point cohérence. Et voici l'étape naturelle. Si vous gardez votre parole dans le visible, le niveau suivant est de la garder quand personne ne regarde. C'est la marque du caractère stoïcien. Faire ce qu'il faut même sans témoin. Allons avec lui, habitude. 14. On continue? 14. Faites ce qui est juste, même si personne ne le voit. C'est là que le vrai jeu se joue. Ni devant la caméra, ni en réunion, ni en publiant une réussite. Mais lorsque la porte est close et que seul vous et votre conscience demeurent. La réputation, c'est ce que les autres pensent de vous. Le caractère, c'est ce que vous faites quand personne ne regarde. Un stoïque choisit toujours son caractère. Pensez à une soirée. Vous terminez un rapport et vous découvrez une information qui ne colle pas. Vous pourriez la modifier sans que personne ne le remarque. Ou vous pourriez la refaire, fatigué, sans applaudissements ni mention « j'aime ». Cette dernière méthode est plus lente, mais elle vous laisse avec quelque chose que le monde ne peut pas vous offrir. Paix. Dormir avec le sentiment d'être fidèle à moi-même vaut plus que n'importe quelle tape dans le dos extérieur. C'est la même chose à la maison. Personne ne vous demande de parler respectueusement quand vous êtes en colère, de ramasser ce que vous n'avez pas jeté, d'éteindre la lumière laissée allumée par quelqu'un d'autre ou de rapporter le caddie sous la pluie. Personne ne vous filme, mais chacun de ces gestes construit ou détruit quelque chose en vous. Vous devenez une personne qui tu peux donner des ordres et leur obéir, c'est le muscle secret de la force émotionnelle. Même dans le monde numérique, vous pouvez répondre ironiquement dans un commentaire et vous attirer des rires faciles. Vous choisissez de ne pas humilier. Vous pouvez pirater une ressource parce que personne n'y perd de toute façon. Vous choisissez de payer ou de vous en passer. Vous pouvez publier une version exagérée de vous-même. Vous choisissez la vérité. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous voulez être digne de confiance, d'abord pour vous. Scène réelle.
On vous donne trop de monnaie et vous la rendez. Votre enfant ne le voit pas, mais Stuphézil vous demande de signaler les heures supplémentaires que vous n'avez pas faites et vous dites non. Vous perdrez peut-être un sourire aujourd'hui, mais vous gagnerez colonne vertébrale pour toujours. Tu as promis de marcher 10 minutes, même si personne ne me voit, et tu t'es mis en route, sans photo, sans application, juste toi et tes mots. À ton retour, tu remarques quelque chose de subtil. Ta voix intérieure est plus ferme. Quand tu parleras en public, cela se ressentira, non pas au volume, mais à la cohérence. Ne confondez pas intégrité et perfectionnisme. L'intégrité n'est pas synonyme d'échec permanent. Elle est préparée rapidement en cas de panne. Si vous avez dit une demi-vérité, dites-la dans son intégralité. Si vous avez promis et ne l'avez pas tenu, reconnaissez-le, corrigez-le, compensez. Le but n'est pas de bien paraître, c'est être digne à vos propres yeux. Cette dignité vous soutient quand les autres ne vous comprennent pas, quand les résultats tardent à venir, quand personne n'applaudit. Gardez cette image en tête. Une pièce vide, une table, une feuille de papier, votre nom en bas. Accepteriez-vous de signer cela tel quel? Si oui, allez-y. Sinon, adaptez-vous avant de vous lancer. Votre vie devient plus simple avec cette boussole. Moins d'explications, moins de masques, moins d'anxiété. Vous faites ce qu'il faut et vous avancez. Et lorsque le jugement extérieur surviendra, et il surgit toujours, il vous trouvera à l'intérieur. Et il y a un dernier détail qui vous donne la sérénité de maintenir cette intégrité sans devenir amer. Rappelez-vous que tout est temporaire. Ni les applaudissements, ni les critiques ne durent, ni les hauts, ni les bas. Comprendre l'impermanence vous permet de rester humble dans la victoire et entier dans la défaite. C'est l'habitude. 15. On y va? 15. N'oubliez pas que tout est temporaire. Après avoir fait ce qu'il fallait même lorsque personne ne vous regarde, habitude 14, vous avez besoin d'une vérité pour continuer humble dans la victoire et tout entier dans la défaite. Tout passe, l'euphorie passe, la douleur passe, les bons moments comme les moments difficiles. Quand on l'oublie, on s'élève trop haut quand on est applaudi et on s'abaisse trop bas quand on est critiqué. Quand on s'en souvient, on marche sereinement sous n'importe quel climat. Imaginez un signe invisible que vous pouvez accrocher mentalement au-dessus de chaque scène de la journée, cela aussi passera. Vous mettez tout sur le compte des compliments exagérés et vous n'avez pas le vertige. Vous mettez tout sur le compte des critiques injustes et vous ne vous définissez pas par elles. Vous mettez tout sur le compte de la fatigue du jour et vous ne prenez pas de décision définitive sur la base d'émotions passagères. Cette étiquette ne vous refroidit pas, elle vous donne proportion. Je vous raconte des scènes réelles. Vous obtenez une promotion au travail. Avant, vous auriez eu le sentiment d'être arrivé. Maintenant, vous vous réjouissez, vous êtes reconnaissant et vous retournez à votre métier. Apprendre, servir, maintenir la qualité. La promotion est un vent favorable, pas votre identité. Un autre jour, votre proposition est rejetée. C'est douloureux, bien sûr. Vous respirez, notez, demandez ce que vous souhaitez améliorer et passez à autre chose. Le rejet est un vent contraire, pas votre fin. À la maison, une dispute vous laisse le cœur lourd. Vous vous souvenez, ni vous, ni cette personne ne serez éternels dans ce mauvais moment. Vous nommez ce qui vous a blessé, vous vous excusez ou fixez une limite, et vous laissez la journée se calmer. L'impermanence atténue également la peur. Nombre de nos peurs sont exagérées parce que nous imaginons que les difficultés dureront éternellement. Non, rien cela ne dure pas éternellement, même ce qui semble infini. Quand la douleur monte, voilà comme une vague. Ne la combat pas. Supportez dans votre respiration, faites attention à votre posture. Faites un petit pas et laissez-vous porter. Les vagues reviendront, oui, vous aussi, mieux entraînés. Un simple geste peut faire beaucoup, élargir son horizon. Demandez-vous, comment verrai-je cela dans un an? Cette question apaise le drame et accentue la responsabilité. Si ce n'est pas aussi grave dans un an, vaut-il la peine de brûler ma paix aujourd'hui? Et si ouais, ce sera important. Alors j'agis désormais calmement, sans précipitation, sans pause.
Se rappeler que tout est temporaire ne vous rend pas indifférent. Cela vous rend gratuit, libre de profiter sans attachement, de travailler sans anxiété, d'aimer sans contrôle, libre d'être plus reconnaissant, de s'excuser plus rapidement, de laisser tomber les rancunes qui ne font que vieillir votre âme. Libre de choisir chaque jour la constance plutôt que les résultats. Gardez ces citations de poche pour vous aider à boucler la boucle sur les 15 habitudes. Cela passera, mon caractère demeure. Ni euphorie ni catastrophe. Dignité. Ma joie réside dans la cohérence, pas dans les applaudissements. Je fais ce que j'ai à faire, je laisse tomber ce qui ne m'appartient pas. Et ainsi, nous complétons la formation. But, acceptation, réponse consciente, libération de l'approbation, inconfort choisi, gouvernance émotionnelle, gratitude radicale, principe ferme avec des méthodes flexibles, solitude mature, zéro drame, douleur transformée en force, corps soutenant l'esprit, parole tenue, intégrité sans témoin, et le calme de savoir que tout est temporaire. En vérité, nous ne pouvons pas tout choisir, mais nous pouvons toujours choisir comment réagir. Et c'est toute la différence entre vivre à la merci de ses émotions ou vivre avec une force intérieure. Jusqu'à aujourd'hui, vous pensiez peut-être que le moindre coup de la vie pouvait vous terrasser, mais vous disposez désormais de 15 outils pour vous relever encore et encore. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ressentir sans se perdre. Adoptez ces habitudes et vous verrez comment votre esprit et votre cœur deviennent inébranlables, même au cœur de la tempête. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et rappelez-vous, la force émotionnelle ne s'hérite pas, elle s'entraîne au quotidien.